Maintenant passer la parole, nous passons à la table ronde consacrée à l'Europe. Je voudrais accueillir ici mon collègue Pierre-Alexandre Anglade, que je remercie vivement de sa présence, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu, vous qui êtes à l'étranger, mais il se trouve qu'en France, c'est un week-end prolongé et que certains d'entre nous avaient choisi de faire une petite pause pour un petit peu s'extraire de cette tourmente politique. Donc, un grand merci, Pierre-Alexandre, d'être présent aujourd'hui. Et donc, nous avons, je ne sais pas à quel moment, une petite vidéo également de Clément Beaune. Et pour t'accompagner sur cette table ronde, nous avons Thierry Masson, qui est notre tête de liste en Belgique. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci Anne, merci Laure-Emmanuel pour toute l'organisation. Donc très content de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Il y a mon ordinateur qui vient de me dire que j'avais plus de batterie, donc je vais devoir trouver une solution dans les 2 prochaines minutes. Donc oui, Pierre-Alexandre, très heureux de pouvoir te recevoir. Pierre-Alexandre, donc, est député des Français du Benelux, donc on travaille ensemble très régulièrement, et avant, on travaillait ensemble au Parlement européen. Et donc, on va parler aujourd'hui d'Europe, justement. Et avec moi, il y a Éléonore Carrois, qui est avocate spécialisée en contentieux et en arbitrage international, qui a 35 ans, et candidate tête de liste pour Genève, et qui est maman aussi de 2 enfants à l'école française de Genève. Éléonore, je te passe la parole. Merci beaucoup Thierry. Bon, j'espère que tu vas trouver une solution pour ton micro parce qu'on a besoin de toi dans l'heure. J'en profite donc pour vous présenter Thierry, même si ça a déjà été fait partiellement par Anne. Il est donc tête de liste En Marche pour les Français de Belgique et chef d'unité au Parlement européen en charge d'économie et de la transformation numérique pour le groupe Renew Europe. Et je vous propose, si Laure-Emmanuel, si c'est possible, de regarder tout de suite la petite présentation que nous avons de Clément Beaune, qui est donc le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe des Affaires étrangères, chargé des affaires européennes, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui malheureusement, mais qui nous adresse quand même un message vidéo. Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous, même si j'aurais aimé être un peu plus longuement et un peu plus directement présent avec vous pour cet événement, mais je voulais avoir un mot d'encouragement pour tous nos candidats. J'ai échangé avec certains d'entre vous, je sais votre mobilisation, votre engagement et votre engagement européen en particulier. Et donc, je veux vraiment vous dire bonne chance, bon courage pour cette dernière ligne droite avant les élections. On a besoin de vous et vous pouvez compter sur nous, sur moi en particulier, avant et après ces élections pour porter nos combats communs. Dans ces combats, il y a bien sûr l'Europe. Vous le savez mieux que personne, cet engagement, cette ouverture sur l'Europe et sur le monde, c'est l'ADN d'En Marche. C'est l'ADN d'Emmanuel Macron quand il a fondé le mouvement, quand il a porté la campagne présidentielle et depuis qu'il est maintenant aux responsabilités. Je crois qu'il faut avoir la fierté non seulement d'avoir porté ce combat, mais de réussir déjà un grand nombre de changements en Europe. Un changement de logiciel d'abord. L'idée de la souveraineté, de la puissance européenne, de la fin de la naïveté, une affirmation internationale en matière de défense, d'ambition climatique, de régulation d'un certain nombre de transitions, de grands bouleversements, comme le monde du numérique ou les grands acteurs de ce monde, sont au cœur de notre identité et sont maintenant au cœur des débats et des réalisations en Europe depuis 4 ans. Nous devons le dire, car ce changement européen est profond et je suis sûr qu'il sera durable, plus important encore après la crise. Et puis, nous pouvons citer quelques exemples très concrets. Le plan de relance européen qui va voir le jour maintenant dans quelques semaines, même si c'est trop long, c'est une vraie réussite européenne. La campagne de vaccination, dont on nous a dit que c'était une folie de vouloir l'européaniser, je crois que c'était notre devoir et notre chance, car aujourd'hui, partout en Europe, nous vaccinons au même rythme, nous accélérons aussi partout et nous protégeons ainsi nos intérêts sanitaires, notre sécurité sanitaire, en nous assurant que tous nos voisins vont au même rythme que nous-mêmes et nous amplifierons cet effort européen. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais vous voyez, les réussites ne manquent pas. Et puis, les combats à poursuivre ne manquent pas non plus. Nous aurons cette régulation du numérique à réussir. Nous aurons une taxe carbone aux frontières de l'Europe en matière de climat à faire aboutir. Nous aurons un modèle social à renforcer après la crise. Cela a commencé il y a quelques jours au sommet européen de Porto, auquel a participé le président de la République. Nous aurons à aller beaucoup plus loin en matière d'Europe de la défense, d'industrie, de défense commune. Sur tous ces sujets de puissance, de souveraineté, d'identité européenne, nous aurons à nous affirmer plus encore. C'est le sens des mots-clés de la présidence française de l'Union européenne.
que nous aurons à assumer à partir du 1er janvier 2022 pour 6 mois, relance, puissance et appartenance. Alors, je vous souhaite vraiment une belle campagne, une campagne qui porte nos valeurs en général de manière fière, offensive, et l'Europe en particulier, qui dans toutes ses dimensions, où que vous soyez, je crois, nous accompagne, nous renforce et fera hier comme demain notre réussite collective. C'est pour ça que nous nous battons. Elle résume ce que nous sommes. Bon courage à toutes et à tous. Merci encore pour votre combat. Je le soutiens à 200% et j'espère pouvoir l'exprimer encore dans les prochaines semaines et bien au-delà. Merci à vous. Donc, vous venez d'entendre les quelques mots de Clément Beaune, donc secrétaire en charge des affaires européennes, secrétaire d'État. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là donc, pendant cette heure pour vous parler d'Europe. Alors, il y a énormément de listes, des listes qui ne sont pas en Europe. Nous-mêmes, en Suisse, nous sommes au cœur de l'Europe, mais pourtant, nous ne sommes pas dans l'Union européenne. Et pourtant, les questions européennes sont au cœur de la politique de notre mouvement et sont essentielles pour l'ensemble des Français de l'étranger, où qu'ils se trouvent. Donc, nous avons déjà abordé un certain nombre de thèmes, un certain nombre de thèmes ont été abordés dans cette vidéo. Nous vous proposons, Pierre-Alexandre, peut-être de nous faire une petite introduction sur les sujets les plus importants à votre avis sur ces questions européennes, sachant qu'ensuite nous vous poserons des questions auxquelles évidemment les intervenants sont invités à réagir dans le chat, comme ça a été le cas depuis le début de cette journée. Nous parlerons évidemment donc de la présidence de la France de l'Union européenne, du plan de relance européen, de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui vient d'être lancée, mais nous parlerons également du certificat vert, des frontières que tout à coup on redécouvre lorsqu'on est dans l'espace Schengen, malheureusement, mais qu'on espère bientôt oublier, et aussi de vaccins, parce que ça nous préoccupe et nous intéresse tous. Donc, je vous laisse tout de suite la parole et ensuite on passera à une session de Q&A. Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre-Alexandre. Merci beaucoup, Éléonore. C'est évidemment avec grand plaisir que je suis avec vous cet après-midi. Je voudrais d'abord remercier le mouvement, Laure Emmanuel et toute l'équipe qui organise cette table ronde et cette grande journée, ces 24 heures des Français de l'étranger. Je trouve que c'est une initiative absolument fantastique qui n'a pas d'équivalent dans les autres familles politiques et donc il faut en être très fier. Il faut être fier de ce que fait notre mouvement, de ce que fait notre famille politique. Et Clément Beaune parlait à l'instant de faire une campagne en étant le plus fier et le plus à l'offensive possible. Eh bien, je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'observe avec beaucoup d'attention les différentes campagnes qui peuvent se tenir des uns et des autres un petit peu partout, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe. Et je dois dire que je suis particulièrement admiratif de la force de conviction, de cette volonté d'aller au contact malgré la situation sanitaire qui est très difficile. Et donc, garder encore dans les quelques semaines qui nous restent d'ici, les quelques jours qui nous restent d'ici au scrutin, et garder cette énergie, cette volonté d'aller au contact, cette volonté de convaincre, cette volonté de porter vos valeurs et vos idées, parce que moi, je suis convaincu que c'est de cette façon-là que l'on remporte une campagne et que c'est de cette façon-là que vous porterez vos convictions et qu'elles trouveront l'écho le plus large possible dans les urnes dans quelques jours. Et donc, continuez sur le chemin. Nous sommes résolument avec vous, que ce soit les parlementaires français de l'étranger à l'Assemblée nationale, et Anne en est une représentante éminente et je la remercie aussi pour tout le travail qu'elle fait pour notre communauté des Français de l'étranger et l'engagement qui est le sien au mouvement, qui est absolument fondamental. Vous m'avez invité aujourd'hui pour vous Europe. Il y a une liste qui ne sont pas en Europe, mais moi je considère que bien que pour certains nous soyons en dehors du continent européen, bien nous sommes Français et Européens sur l'ensemble du globe, et donc ça nous concerne toutes et tous, que l'on se trouve à Bogota ou ailleurs dans le monde, parce que je voyais ce candidat qui était en Colombie dans la petite vidéo juste avant. Je crois que cette identité française et européenne, elle nous accompagne sur l'ensemble du globe. Alors, moi, je voudrais, dans un propos liminaire, peut-être revenir sur les mois qui viennent de s'écouler depuis le début de la pandémie. Évidemment, nous le savons toutes et tous, cette crise est loin d'être derrière nous, même si nous entrevoyons des jours meilleurs. On sait que dans beaucoup de régions du monde, on est encore collectivement mis au défi, en particulier en Europe, qui est aujourd'hui un des espaces du monde où l'on voit cette pandémie causer encore beaucoup de dégâts. Je voudrais malgré tout vous délivrer cet après-midi un message d'optimisme. Optimisme pour la France, parce que même si la situation sanitaire
s'améliore, elle reste encore difficile. Et l'on voit bien que les fondamentaux qui sont les nôtres vont nous permettre de rebondir extrêmement rapidement, et ça, on le doit à l'action réformatrice que le président de la République, le gouvernement et la majorité à l'Assemblée nationale a portée depuis 2017, ce qui nous permettra de redémarrer plus vite et plus fort que beaucoup d'autres de nos partenaires dans le monde. Optimisme aussi pour l'Europe, parce que l'on voit bien qu'en l'espace de quelques mois l'an passé, les dirigeants européens ont su resserrer les rangs et apporter une réponse politique sans égale aux défis qui se présentaient. Et pour l'illustrer, moi j'aimerais vous citer une phrase du candidat Emmanuel Macron en 2017 qui disait, je cite, « Il est temps d'affirmer que sur les grands défis de notre époque, la vraie souveraineté passe par une action européenne. » Et cette déclaration du candidat en 2017, elle trouve un écho particulier aujourd'hui. Et à l'époque, beaucoup de nos opposants hurlaient à la trahison nationale sans réellement comprendre le sens profond de cette affirmation. Et les commentateurs y voyaient un concept abstrait, incapable de fédérer en Europe. Pourtant, on se rend compte que un peu plus de 3 ans plus tard, cette idée de souveraineté européenne, elle s'est imposée partout sur le continent. Elle est même devenue la pierre angulaire de la réponse à la crise qu'on est en train de traverser. Et donc, du plan de relance européen à la stratégie d'acquisition des vaccins dont parlait Clément Beaune à l'instant, en passant par la lutte contre le dérèglement climatique, moi je crois que l'Europe, depuis 1 an et demi, a montré sa capacité à résister, à protéger, à innover et même à dépasser un certain nombre de dogmes. Objectivement, qui aurait pu croire, il y a cela 1 an, qu'un virus briserait aussi facilement le principal tabou du système budgétaire et financier européen? Effectivement, pas grand monde. Et en suspendant en l'espace de quelques jours la règle des 3% de déficit, les Européens ont tourné le dos à une règle et à un débat qui durait depuis près de 30 ans. Qui aurait pu penser qu'en l'espace de quelques mois, à l'initiative de la France et de l'Allemagne, Clément Beaune en parlait aussi à l'instant dans sa vidéo, l'Europe mettra en œuvre un plan de relance de 750 milliards d'euros fondé sur la solidarité pour faire face à la crise et pour répondre aux défis sociaux, économiques et écologiques qui se présentent devant nous. Et enfin, qui aurait pu croire que les Européens parviendraient à sécuriser plusieurs milliards de doses de vaccins, assurant ainsi leur accès à tous les citoyens de l'Union. Et là encore, sur cette politique des vaccins, on pourra en discuter, elle a parfois été décriée, mais comme ce fut le cas pour le plan de relance, l'efficacité et la solidarité sur ce sujet ont primé sur les égoïsmes nationaux, et je crois que dans la période que l'on vit, c'est extrêmement important de le rappeler. Et donc moi, je considère qu'en agissant ainsi, les dirigeants européens ont non seulement permis à l'économie européenne de résister, ils ont préparé l'avenir, mais ils ont aussi et surtout envoyé un message politique très fort au reste du monde, qui est de dire nous mettons la solidarité au cœur de la construction de notre projet politique, et par cet emprunt commun, là ici je fais référence au plan de relance, nous lions nos destins les uns aux autres pour les décennies à venir, ce qui a permis de protéger notre économie européenne, et je pense qu'on pourra en dire un mot dans la discussion que l'on aura ensuite. Ces 3 initiatives que je viens de vous citer, elles auraient pu, à mon humble avis, suffire à elles seules à marquer ce changement d'état d'esprit européen qui nous a animés l'an passé. Je crois que les Européens sont allés encore plus loin. Et je voudrais vous rappeler que l'Europe, aujourd'hui, est à la pointe de la lutte contre le dérèglement climatique. Et en étant cette locomotive pour le climat, elle entraîne les autres continents derrière elle. Et donc, en se fixant l'objectif de réduction de 55% des émissions d'ici à 2030, elle marque cette volonté européenne très forte. Elle s'est aussi affirmée sur le plan diplomatique, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, et je crois que les soubresauts auxquels on assiste au Proche-Orient ces derniers jours l'illustrent, mais en restant unis et soudés notamment face aux provocations de la Turquie, elle a montré qu'elle savait être aussi une puissance diplomatique qui pèse. Et puis en posant enfin les bases d'une meilleure régulation des grands géants du numérique, je crois que l'Europe, sur tous ces sujets, a montré qu'elle avait un rôle primordial à jouer entre les États-Unis d'Amérique et la Chine et l'Asie en général, et j'imagine que vous avez dû en débattre déjà ce matin avec Bernard Guettard. Donc voilà, donc il faut évidemment être lucide. La crise que nous sommes en train de vivre n'est absolument en rien comparable aux différentes crises qu'on a connues ces dernières années. Je crois que cette crise, elle a largement révélé certaines forces que je viens d'évoquer, certaines faiblesses, on pourra en dire un mot par la suite, mais ce qui est certain, c'est que les Européens, souvent sous l'impulsion du président de la République et de la chancelière allemande, ont su utiliser cette crise et tirer les enseignements des crises passées
pour faire avancer cette souveraineté européenne dont parlait Clément. Mais moi, voilà, cette crise Covid, elle n'est pas encore terminée. Elle nous met à l'épreuve encore cette année en 2021. Je pense que ça va continuer encore pour quelques mois. Mais le courage, l'unité, la solidarité manifestée en 2020 et en 2021, je pense, sont les meilleures garanties apportées par les dirigeants européens, non seulement pour vaincre le virus, mais aussi et surtout pour sortir plus fort et plus déterminé de cette crise. Et un dernier mot peut-être pour ne pas être trop long dans cette introduction, mais notre mouvement, notre famille politique, La République En Marche et ses alliés ont pris toute leur part dans ce combat pour une Europe plus souveraine. Encore en ce moment, le mouvement, dont avait peut-être été destinataire, a lancé une grande consultation dans le cadre de la conférence pour l'avenir de l'Europe. On pourra en dire un mot un petit peu plus tard, pour savoir quelles sont vos aspirations, les faiblesses que l'on a perçues et qu'on devrait corriger. Et puis aussi, cette consultation, elle servira également à construire, à co-construire avec le ministre et puis le gouvernement cette présidence française de l'Union européenne qui arrive très bientôt et qui sera un grand moment pour notre pays et pour l'Europe. Donc voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire en introduction, et puis je me tiens à votre disposition pour les questions éventuelles que vous pourriez avoir. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction qui est parfaite parce qu'elle nous permet d'aborder directement le prochain sujet qui est justement l'avenir. Donc cette construction européenne, comment l'envisageons-nous? Qu'avons-nous réellement prévu pour cette présidence de la France de l'Union européenne qui va arriver donc très rapidement dès janvier 2022? Qu'y a-t-il en fait derrière cette devise qui nous a été rappelée tout à l'heure, relance, puissance et appartenance? Derrière ces mots, quelles sont les actions auxquelles on peut s'attendre? Parlons peut-être un tout petit peu d'avenir et on reviendra, promis, sur le plan de relance. Je vois certaines questions dans le chat et c'est un sujet aussi très important. Oui, merci beaucoup, Éléonore. Effectivement, c'est important de se projeter aussi. Et j'ai beaucoup parlé de 2020 et de ce que l'Europe avait fait, à mon avis, de bien, d'utile pour les Français et pour les Européens. Il y a une échéance effectivement importante qui se profile, qui sera au premier trimestre 2022, c'est la présidence française de l'Union européenne. Vous savez que tous les 6 mois, il y a une présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Et la dernière fois que la France avait exercé cette présidence, c'était en 2008. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, le président de la République. Et donc, vous voyez que depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, que le monde a changé, que l'Europe a aussi évolué. Donc, c'est un grand moment pour notre pays, puisque cette présidence, elle n'arrive pas tous les jours. Et je crois que Clément Beaune le rappelait assez justement dans sa vidéo. Il expliquait que le président de la République avait lancé notre mouvement politique avec l'Europe comme pilier, comme un pilier majeur. Et d'ailleurs, c'est un des éléments fédérateurs qui rassemble beaucoup de soutien du président de la République et de notre majorité. C'est cette question européenne que l'on porte sans ambiguïté, sans naïveté non plus. C'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître ce qui ne fonctionne pas, mais aussi avec beaucoup de fierté parce que c'est notre meilleure chance dans la crise. Alors vous, Clément le disait dans sa vidéo, cette présidence, elle va s'articuler autour de 3 mots-clés qui permettent d'englober plusieurs sujets. Le premier, c'est la relance, le second, c'est la puissance, et le troisième, c'est l'appartenance. Alors, on est encore un petit peu loin de la campagne de cette présidence française pour dire précisément ce que sera et quelles seront les priorités politiques, mais si on prend chacun de ces mots, on peut déjà en voir les grandes directions. Si je prends le premier mot de relance, il renvoie directement au suite de la crise que nous sommes en train de vivre, d'un point de vue économique et sanitaire. D'un point de vue économique, c'est évidemment la mise en œuvre du plan de relance européen, et on pourra en dire un mot. Et puis, c'est aussi peut-être la nécessité de compléter ce plan de relance. Je crois qu'on reviendra aussi un peu plus tard sur cette discussion avec, je pense, un plan d'investissement qui pourrait être nécessaire. C'est également les moyens que l'on mettra en œuvre pour renouveler le logiciel économique de l'Union européenne, la politique industrielle. On a vu un certain nombre de vulnérabilités dans cette crise, les règles qui régissent la concurrence en Europe, puis aussi l'investissement. Et on voit bien que l'investissement sur les 10 années qui viennent, on va devoir être capable d'investir, comme sont en train de le faire les États-Unis d'Amérique, dans les nouvelles technologies. Le commissaire Breton parlait de la dernière fois des microprocesseurs, des semi-conducteurs, des batteries électriques, autant d'outils et de nouvelles technologies d'avenir sur lesquelles l'Europe aujourd'hui est en situation de vulnérabilité ou elle est en situation de grande dépendance. Et donc,
ce premier point de relance, il doit nous permettre de combler nos lacunes en matière de souveraineté, notamment souveraineté industrielle et notre capacité à produire. Le deuxième pilier que Clément évoquait, c'est la puissance. Et la puissance, ça gravite autour de cette notion de souveraineté européenne que j'ai déjà abordée, qui était très présent dans le discours du président de la République, candidat à l'époque et ensuite une fois élu, notamment dans son discours de la Sorbonne, et qui pourra se décliner de plusieurs façons. En matière technologique, vous voyez bien la course aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie sont en train de se mener, notamment dans la conquête de l'espace. Eh bien, je crois que l'Europe doit à nouveau rêver aux étoiles. On voit bien qu'on a une agence européenne qui est extrêmement importante, qui permet d'avoir des grands succès. Thomas Pesquet en est l'exemple, mais on peut encore faire mieux en tant qu'Européens. Donc, je disais en matière technologique, en matière de défense, en matière de santé et aussi en matière de diplomatie. Et donc, on voit bien que face aux grands chocs que nous sommes en train de vivre, comme les pandémies, nous devons renforcer nos capacités communes, car on se rend bien compte dans la crise, au niveau européen, que la réponse est souvent, en tout cas, pas à chaque fois, mais en tout cas souvent, la plus pertinente. Et nous avons réalisé que la souveraineté, c'est aussi la capacité, et ça fait le lien avec peut-être le premier point, c'est aussi la capacité à produire aujourd'hui et demain. Et donc, nous devons, en tant qu'Européens, redevenir une communauté de chercheurs, de créateurs, d'artistes, d'industriels, parce que produire sur notre sol, c'est au fond garantir notre souveraineté, la protection de notre modèle et de nos valeurs. Donc voilà pour ce deuxième pilier, les grandes directions qu'il englobe. Et puis le troisième pilier, qui est un pilier un peu plus singulier, c'est celui d'appartenance. Et il s'agit là de promouvoir, ou en tout cas de défendre notre identité européenne, dont je crois on peut être assez fier dans cette crise. La spécificité de l'Europe, elle s'est notamment manifestée dans la gestion du Covid. L'Europe, elle a choisi d'être à la fois très solidaire et très démocratique jusqu'au bout, là où d'autres sont plus autoritaires ou moins solidaires. On a un modèle singulier européen qui s'est exprimé dans la crise, qui s'est exprimé déjà auparavant. Et donc, entre l'Asie et les États-Unis, je crois que l'Europe doit défendre ce modèle exigeant et singulier. Et donc, les actions concrètes pour promouvoir cette appartenance, elles restent évidemment à détailler. Moi, je pense qu'elles doivent s'inscrire notamment dans la mobilité, les échanges étudiants, mais aussi les déplacements d'artistes, la protection de la création européenne, de s'entendre sur une régulation commune des grandes plateformes du numérique, parce qu'il y a un modèle européen qui doit encore s'affirmer. Puis moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, qui n'est pas forcément dans le programme de la présidence, on verra, ou peut-être que ça le sera, mais c'est en tout cas la nécessité d'avoir une meilleure couverture de l'actualité européenne. On voit bien que quand on a des élections chez un de nos grands voisins européens, que ce soit les élections allemandes, italiennes ou britanniques, même si les Anglais ont quitté l'Union européenne, mais britanniques ou espagnoles, disons, elles ne suscitent que quelques pourcents de l'intérêt médiatique que suscitent les élections qui peuvent se dérouler aux États-Unis d'Amérique. Et donc moi, je pense qu'il faut ouvrir ce grand débat, ouvrir un dialogue avec les médias pour faire en sorte que ce qui se passe chez nos voisins européens soit aussi plus présent dans notre paysage médiatique français qui parfois se regarde un peu le nombril et est un peu dopé aux faits divers comme c'est le cas en ce moment. Donc voilà les trois grands piliers qui vont guider cette présidence et voilà quelques-uns des axes sur lesquels on va appuyer, même si tout ça va encore se nourrir. D'ailleurs, le mouvement a vocation à faire une contribution dans les mois à venir pour nourrir cette présidence française. Et donc, moi, je vous invite les uns et les autres à vous engager pour nous aider à construire cette présidence française. Merci beaucoup. Mais justement, cette grande conférence sur l'avenir de l'Europe, ce grand débat démocratique et participatif, en fait, de quoi s'agit-il? Parce que certains de nos concitoyens ne sont pas forcément au courant, ça vient d'être lancé, ça incarne finalement cette volonté d'appartenance, de montrer qu'on est européen et de répondre aux problématiques qui nous concernent. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Oui, je vais en dire deux mots, mais je vais peut-être être un peu plus long que deux mots parce que c'est absolument, à mes yeux, c'est absolument central. Cette conférence, elle a été proposée par le président de la République Emmanuel Macron au moment de l'élection européenne de 2019. Vous vous rappelez qu'il avait fait un grand courrier aux Européens dans lequel il faisait un constat de ce qu'était l'Europe, des choses à changer, et il proposait justement de lancer cette conférence parce qu'il
il estimait que notre union avait besoin d'une nouvelle respiration démocratique. Cette conférence, elle a été lancée la semaine passée à Strasbourg. Moi, j'accompagnais le président de la République à cette occasion avec Clément Beaune, qui est le ministre qui vient de vous parler, et puis Stéphane Séjourné, qui préside notre délégation au Parlement européen. Et donc, cette conférence a été lancée à Strasbourg dans un contexte inédit, évidemment, cette pandémie qui a révélé les forces et les faiblesses de l'Europe. Je le disais à l'instant. Et moi, je crois que dans cette crise, et je vous le disais aussi, c'est un modèle européen qui s'est affirmé. Et c'est ce modèle, au fond, qui nous a fait tenir dans la crise. Si on a su résister ensemble face à cette pandémie, c'est parce que depuis plus de 70 ans, nous avons su construire ce qui n'était pas une évidence. Nous avons résisté par notre modèle de protection sociale, par une Europe de la solidarité, solidarité régionale, territoriale, solidarité intergénérationnelle, solidarité dans la santé, solidarité dans l'économie, en venant en soutien des plus vulnérables d'entre nous. Et si on regarde bien dans cette épidémie, nulle part ailleurs dans le monde, nous n'avons autant privilégié la santé. Et donc, il y a un modèle humaniste européen qui est absolument singulier et dont il faut être fier et qu'il faut conforter. Et je pense que cette conférence, elle doit aussi servir à nous interroger comment est-ce qu'on arrive à adapter ce modèle européen qui a su nous protéger dans la crise, mais qui a aussi parfois su montrer un certain nombre de vulnérabilités. Et donc, on doit adapter au siècle qui est le nôtre. Le deuxième pilier, c'est au-delà des forces, c'est les faiblesses que ça a révélé, cette crise. Et donc, plus qu'au-delà de la volonté de conforter nos forces et de transformer notre modèle, c'est aussi de corriger nos faiblesses. Et on s'est rendu compte que dans la crise, la solidarité, ça allait de pair avec la souveraineté. Et on a bien vu qu'à chaque fois qu'on était en fragilité, c'était à chaque fois où on avait perdu la main sur notre capacité à produire. Vous voyez, au début, la guerre sur les masques, par exemple, le manque de composants parce qu'on avait complètement externalisé un certain nombre de nos chaînes de production en dehors du continent européen. Et donc, à chaque fois qu'on s'est divisé, que ce soit sur les masques, que ce soit sur la fabrication d'un certain nombre de médicaments, que ce soit sur les frontières, c'est à chaque fois parce qu'il manquait de la coordination européenne. Et donc, cette notion de souveraineté européenne, qui est un leitmotiv du président de la République depuis 2017 et qui est devenu, je le disais, la pierre angulaire de la réponse à la crise, il faut qu'on arrive à le consolider. La deuxième leçon qu'on a appris dans cette crise, c'était le fait que l'Europe était incomplète. On l'a vu, on est capable de répondre très vite d'un point de vue économique et financier. Je crois que la Banque centrale a été à la hauteur. Ensuite, on a été capable de monter ce plan de relance là où beaucoup de commentateurs, ou même de pays, de gouvernements, estimaient que c'était impossible, mais on a été démunis dans une première partie de la crise en matière de santé. Et cette faiblesse, elle a expliqué beaucoup de nos difficultés à nous coordonner. Donc, il faut qu'on tire les leçons de cela et d'être capable de construire une Europe qui aille plus vite, qui soit plus efficace et qui soit capable de faire plus d'ambition quand il y a une crise face à l'adversité, d'être capable de décider plus vite et surtout de décider plus fort. C'est ce que les Américains ont su faire notamment sur le vaccin. On a été en retard parce qu'on n'a pas toujours pris les décisions que l'on devait prendre au bon moment, notamment dans l'investissement. Vous voyez, ça, c'est des procédures qui sont encore trop lourdes. Donc c'est à cela que la conférence de l'avenir de l'Europe doit servir. C'est retrouver une respiration démocratique en commun et puis retrouver le goût de l'avenir. Une fois qu'on a dit ça, il y a une méthode. Donc il y aura 1 an de débat. Et donc les débats, ils s'ouvrent à présent. Ils sont ouverts à tous, aux institutions, au Parlement, aux partenaires sociaux, aux groupes de réflexion, aux citoyens à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, etc. Il y a une plateforme qui sera mise en ligne, qui est déjà mise en ligne d'ailleurs, qui sera consultable dans chacune des langues de l'Union européenne avec des panels citoyens, de sorte à ce qu'on ait un grand exercice commun pour prendre le pouls de cette Europe et d'envisager en commun notre avenir. En France, pour celles et ceux qui sont en France, on organisera dès le début de l'automne des débats citoyens dans chaque région. Et vous verrez que le président de la République a demandé à tous les membres du gouvernement de s'y impliquer. Et les parlementaires aussi seront évidemment au contact. On le sera avec les parlementaires évidemment des Français
de l'étranger. Et le président a pris un engagement la semaine passée à Strasbourg, c'est de faire en sorte qu'au premier semestre 2022, donc pendant la présidence française, eh bien, les enseignements de cette conférence soient tirés pour faire des propositions de transformation les plus rapides possibles. Et puis, dernier élément, le président a aussi lancé en France une large consultation en ligne qui vise à consulter la jeunesse, et notamment 50 000 jeunes, pour faire valoir leurs priorités, leurs critiques, leurs idées et leurs rêves d'automne, et leurs rêves d'Europe, pardon. Et donc, dès cet automne, le président de la République reviendra avec des propositions pour la jeunesse au niveau européen. Donc voilà pour la méthode et pour le fond. Et donc, ce sera à chacun de s'investir pour dire quelle Europe nous voulons dans 10 ans, dans 15 ans, quelles frontières, quelles institutions, quels projets culturels lancer en commun, comment faire en sorte que notre Europe reste leader de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comment bâtir une Europe de l'éducation, de la recherche encore plus forte, voilà, comment continuer à avancer dans la conquête spatiale, comment au fond réussir à écrire de nouvelles légendes européennes en commun. Voilà ce que ce sera cette conférence de l'avenir de l'Europe. Et donc moi, je vous invite les uns et les autres à vous y investir le plus possible et le plus fortement possible, parce que c'est absolument fondamental. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre. La conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est aussi le travail qu'ont réussi à faire tous les députés européens marcheurs et Renaissance plus largement au Parlement européen. Et on va faire un lien comme ça avec le plan de relance. Donc, tu as commencé à en parler tout à l'heure, et ça a fait une avalanche de questions sur le côté droit de l'écran. Non, mais écoute, premièrement, je pense une question un peu large, à savoir, il y a donc ce plan de relance qui a été adopté le 21 juillet 2020, les chefs d'État et gouvernement qui se mettent d'accord. On arrive à 750 milliards d'euros. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ce plan, tu le trouves hors du commun? Qu'est-ce qui change en fait par rapport aux autres plans de relance qu'il y a pu avoir dans le passé? Merci Thierry pour cette question. Je crois qu'effectivement, il faut prendre la mesure du saut qualitatif et quantitatif historique que l'on vient de faire. J'aime pas beaucoup utiliser le mot historique, parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où il est un peu utilisé dans tous les sens, et donc je trouve que c'est un terme qui est un peu galvaudé, mais en l'occurrence, c'est pas un simple plan. Je considère que c'est une initiative qui est refondatrice pour l'Europe, et comme elle est refondatrice, elle est historique. Elle est historique par son ampleur, les 750 milliards que tu évoquais, qui permet d'éloigner le risque d'implosion que la crise faisait courir à l'Union européenne. C'est-à-dire que le volume de l'emprunt est sans commune mesure avec les activités de prêt menées jusqu'à présent par la Commission. C'est 750 milliards d'euros, tu l'as dit, auxquels s'ajoutent les 540 milliards de prêts que les Européens avaient déjà convenu de débloquer via le mécanisme de soutien temporaire, le mécanisme SURE, S-U-R-E, au début de la crise. Donc historique par son ampleur et par ses montants. Historique ensuite sur le plan politique, parce que ce plan, il place la solidarité entre les États européens au cœur de la construction européenne, en soutenant en priorité les États les plus touchés par la crise. Et donc, sur le plan financier et budgétaire, c'est un pas essentiel qui a été franchi, c'est-à-dire que c'est ce qui est le plus efficace. Et c'est un pas essentiel qui a été franchi parce que les États membres acceptent pour la première fois que l'Union prenne en commun, ou prenne en charge plutôt, une dette commune, à savoir les 390 milliards d'euros que la Commission empruntera sur les marchés financiers et qui seront remboursés en commun avec un partage de risques mutualisé. Et donc on voit bien que c'est ce qui est le plus efficace sur le plan financier et budgétaire, et c'est aussi ce qui est le plus efficace sur le plan politique, parce que ça démontre que les Européens sont liés les uns aux autres et ne feront pas défaut. Et donc c'est un message politique très puissant qui est envoyé aux marchés financiers et qui est envoyé aussi aux autres espaces du monde, parce que si vous vous rappelez la crise économique de 2008, entre 2008 et 2012, les États-Unis d'Amérique, en l'espace de quelques semaines, ont été capables de faire un grand plan de relance comme celui-ci, de nettoyer leurs banques et de relancer leur économie. Nous, il nous a fallu 4 ans. Et entre-temps, il y a des parts entières du continent européen qui ont soit été rachetées par des grands groupes extra-européens, soit qui se sont affaiblis,
Et donc, on a des pans entiers de notre industrie et de notre économie qui ont été balayés par la crise de 2008. Pour le moment, on ne le constate pas en Europe, même si c'est très dur. On voit bien que ce plan de relance a agi comme un bouclier, et donc ça a protégé l'économie européenne, même si ça prend du temps à arriver sur le terrain. Le simple fait qu'on ait pris cette décision politique, ça protège l'économie européenne. Et puis le dernier aspect historique, s'il y en a trois, je vous parlais de l'ampleur, je vous parlais du plan politique à l'instant, et puis le troisième élément, c'est ce plan signe le retour du couple franco-allemand sur le devant de la scène européenne, puisqu'il s'appuie très largement sur l'initiative franco-allemande de mai 2020. Vous vous rappelez que c'était à l'origine une volonté du président de la République, Emmanuel Macron, qui a dû convaincre Angela Merkel. Et à partir du moment où il a convaincu Angela Merkel, ça a entraîné le reste de l'Europe dans leur sillage, même s'il y a pu avoir des réticences au moment de la négociation. Et puis c'est aussi, Thierry parlait du rôle de la délégation qu'on a au Parlement européen, il faut le dire. Elle a un rôle extrêmement important, et c'est au-delà de cette délégation, l'affirmation aussi du Parlement européen dans cette négociation, qui a joué un rôle absolument décisif au cours des 10 mois, des 10 mois plutôt qui a duré la négociation autour de ce plan de relance, et qui a permis, avec l'appui des eurodéputés, de pousser un certain nombre de gouvernements en Europe. Donc moi, j'entends parfois le commentaire selon lequel l'Europe n'aurait pas su faire face dans la crise. Moi, je ne partage pas cette analyse, répétons-le. 750 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent les 540 milliards d'euros. À ces sommes s'additionnent les 1074 milliards d'euros décidés pour le budget européen pour la période 2021-2027. Et donc, au total, on a une relance européenne qui repose sur près de 2000 milliards d'euros de crédit. Et donc, c'est un montant sans précédent et qui est absolument indispensable pour nous faire traverser la crise économique, sociale, sanitaire et écologique par ailleurs qu'on traverse. Merci Pierre-Alexandre. Il y avait deux questions dans le chat de Jean-Pierre et Chantal. Jean-Pierre qui se demandait, donc les différents États devaient entériner le plan de relance. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il y a encore des ratifications? Et Chantal qui demandait, oui, c'est un peu la même chose en fait, où en est le plan de ratification, parce que les citoyens sont impatients de pouvoir avoir les premières actions. Et donc, ce qu'on comprenait dans la vidéo de Clément, c'est que ça allait bientôt aussi arriver en France. Donc voilà, quand est-ce que les entreprises françaises, elles, vont pouvoir toucher cet argent? Alors, on est encore dans le processus de ratification, comme l'a rappelé assez justement Clément. Je tiens à dire que la France, d'ailleurs, moi j'étais le rapporteur à l'Assemblée nationale, mais la France a été l'un des premiers pays européens à le ratifier. Je crois qu'on était le deuxième ou le troisième. Donc, on a été très rapide à le faire. On l'a fait au mois de janvier dernier. Donc, ça fait déjà plusieurs mois. C'est vrai que ça peut paraître long, et ça l'est, mais c'est le temps de la démocratie européenne. Après, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut des institutions européennes qui soient plus intégrées et donc qui ne consultent pas les parlements nationaux? Et vous imaginez bien les débats que l'on aurait. Ou est-ce qu'on prend le temps de la démocratie européenne, c'est-à-dire la consultation de l'ensemble des parlements nationaux? C'est une question ouverte à laquelle j'ai un avis sur le sujet, mais ce n'est pas forcément l'objet du jour. Mais on voit bien que cette démocratie, elle a un temps, elle peut paraître longue. En même temps, c'est notre modèle et c'est notre protection, et c'est ce qui fait notre singularité dans le monde. Et puis encore une fois, moi ce que je disais, bien sûr les décaissements ne sont pas encore là, ils vont arriver normalement au début de l'été, donc on pourra en voir l'argent sonnant et trébuchant devrait arriver bientôt, mais le simple fait d'avoir été capable de décider ce plan de relance européen, au fond, je le disais, ça agit comme un bouclier, et donc ça a protégé l'économie européenne. Donc on voit bien que les États membres, chacun de leur côté, avancent avec leur plan de relance, ce qui permet d'agir, et donc on n'est pas dans une situation aujourd'hui où on aurait besoin, où on serait dans une situation catastrophique, mais on va avoir très rapidement besoin de ce plan de relance, de cet argent européen, donc il va arriver dans les prochaines semaines. Je vous rappelle simplement ce vers quoi sera fléché ce plan de relance, en grande partie vers la transition numérique et vers la protection de l'environnement, puisque un tiers des crédits qui sont alloués aux différents États membres devront directement aller vers la transition écologique. Pour la France, ce sera 40 milliards d'euros, ce qui en fera le troisième pays bénéficiaire, et donc 40 milliards d'euros pour préparer les secteurs d'avenir, transformer notre économie, les batteries électriques, on parlait tout à l'heure, la filière hydrogène, la rénovation thermique des bâtiments, la numérisation de notre économie, et puis aussi venir en soutien à la formation, à la jeunesse qui était fortement frappée par la crise. Voilà.
Merci beaucoup. Éléonore, je te passe, je regarde le temps, je me dis, je te passe le relais. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, j'aimerais aborder un sujet qui nous concerne tous, mais qui, en Europe, nous choque un peu. C'est ce retour des frontières depuis quelque temps à cause de la crise du Covid. Je lisais dans le chat cette surprise, cette stupéfaction même de revoir des frontières, des douanes qui n'existaient plus, tout à coup être mises en place. Nous, en Suisse, c'est le cas. On n'est pas dans l'Union européenne, mais on fait partie de l'espace Schengen et on a toutes sortes de difficultés de circulation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur où nous en sommes, que pouvons-nous espérer, peut-être aussi sur le certificat vert numérique et sur sa possible mise en œuvre d'ici un mois? Est-ce que c'est toujours réaliste? Voilà, beaucoup de questions, mais un seul sujet, ces frontières qui sont réapparues. Je crois que la question des frontières, on a vu l'an passé ressurgir le pire de ce que les États européens pouvaient faire. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'Europe, en temps de crise, est un vaste espace de libre circulation. Et puis quand une crise aussi violente que celle qu'on a subie, et c'est normal que les États aient des réflexes de protection, mais on a eu le sentiment à certains moments, notamment au printemps dernier, en particulier au printemps dernier, même si on a eu encore ces dernières semaines, ces derniers mois, des moments difficiles, on a eu le sentiment que les États européens étaient au fond une forme d'agrégat d'États se méfiant les uns des autres. Et c'est vrai que pour beaucoup de citoyens français qui ont fait le choix de vivre une vie de mobilité, qui ont fait le choix personnel de s'établir dans un pays parfois frontalier, parfois qui ne l'est pas, eh bien c'était d'une grande violence. Et ce sont des mesures qui ont eu un impact direct pour la vie professionnelle, personnelle, sentimentale, amicale, étudiante de dizaines de milliers, de centaines de milliers, de millions de citoyens européens. Moi, je me suis, à titre personnel, mais avec mes collègues français de l'étranger, beaucoup mobilisé dans les frontières intra-européennes parce que c'est la circonscription qui me concerne, mais je sais que Anne et tous les autres se sont aussi engagés sur les frontières européennes. On a beaucoup travaillé là-dessus parce que c'était d'une grande brutalité. Aujourd'hui, les choses s'améliorent progressivement, même si moi, je suis élu d'une circonscription dans laquelle un des États, en particulier la Belgique, avait pris des mesures draconiennes qui ont été très difficiles à vivre pour beaucoup de nos concitoyens français qui avaient l'habitude de faire l'aller-retour, notamment entre Bruxelles et Paris. Vous savez, ça se fait très rapidement, même entre d'autres, ou même simplement dans des zones frontalières. Les choses s'améliorent, elles vont continuer à s'améliorer, je le crois. Je crois qu'on a passé la période, en tout cas je l'espère, mais je ne vois pas comment on y reviendrait, de ces fermetures abusives. Et notre meilleure chance pour avancer sur ce chemin, c'est la mise en place, vous le disiez à l'instant, du certificat vert européen qui vise à harmoniser les procédures de déplacement entre les différents États de l'Union européenne. Et donc tous les États, tous les pays de l'Union se sont entendus sur un socle mutuel sous l'égide de la Commission européenne. Et donc celui-ci, il repose sur des critères communs pour déterminer si un ressortissant est apte ou non à voyager de façon non obligatoire. Je tiens à le signaler quand même. Et donc, l'idée à l'origine d'un passeport vaccinal dans lequel il n'y aurait que le vaccin a été abandonnée pour ne pas discriminer, parce qu'en Europe, on n'a pas tous été encore vaccinés, et tout le monde on n'a pas proposé encore à tout le monde une dose de vaccin. Et donc, concrètement, ce certificat vert européen, ce pass sanitaire, il sera en version papier ou numérique, et donc il permettra d'attester qu'une personne a été vaccinée contre le Covid, ou alors qu'il a été testé négatif dans les moins de 72 heures, ou encore qu'il a été remis de l'infection dans les 6 derniers mois. Et donc, ce certificat, il sera consultable lors des passages aux frontières. Ce ne sera pas un document de voyage et ce ne sera pas un prérequis, je tiens à le dire quand même, à l'exercice de la liberté de circulation, mais ça nous permettra d'avoir un outil partout, c'est-à-dire que très concrètement, un douanier ou une compagnie aérienne pourra vérifier que le petit QR code, avec le petit QR code que sur papier ou sur téléphone, eh bien, vous répondez à l'un des critères. Donc, ce pass, il devrait être prêt mi-juin et il devrait être opérationnel dans la deuxième quinzaine de juin. Voilà. Mais, donc, ça va permettre de se déplacer plus librement et surtout, ça va permettre la levée
de toutes les mesures qu'on a connues ces derniers temps, c'est-à-dire les quarantaines, parfois un peu abusives, les restrictions des voyages, les autoconfinements, etc., qui ont pesé beaucoup sur la vie de beaucoup de citoyens français et européens au cours de l'année écoulée. Alors, il nous reste 4 minutes, si on ne veut pas se faire Okay. taper sur les doigts par Laure-Emmanuel. Écoute, une dernière question peut-être sur les brevets. Donc, on a vu que Joe Biden avait déclaré qu'il était favorable à une levée des brevets pour les vaccins. Donc voilà, je voulais savoir si toi, de ton côté, tu y es favorable aussi. Quelle politique a mis en place l'Union européenne pour garantir un meilleur accès aux vaccins en plus grand nombre? Voilà, comment est-ce qu'on peut se positionner au niveau Union européenne par rapport à cette déclaration? Merci Thierry. Alors sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, moi je note qu'il y a une forme de Biden mania aujourd'hui qui s'empare du monde, et c'est très bien au fond, parce que Joe Biden contraste tellement avec Donald Trump qu'au fond on peut être qu'enthousiaste sur les décisions qui sont les siennes, mais il ne faut pas non plus succomber à une forme de complexe d'infériorité. C'est-à-dire que sur ce sujet, des brevets et des vaccins, les Américains rattrapent les Européens, et pas l'inverse. Et il ne faut pas confondre bien public mondial, et je vais l'expliquer, et lever des brevets. L'objectif politique que l'on doit poursuivre, c'est de faire du vaccin un bien public mondial. Et concrètement, ça veut dire que l'accès au vaccin doit être le même pour tous, et notamment dans des pays qui ont notamment les pays les plus pauvres, où il n'y a pas d'accès, où il n'y a pas de moyens de les acheter, où il n'y a pas de moyens de production, notamment en public, et ça, en Afrique, pardon, et ça, le bien public mondial, nous le faisons depuis près d'un an. C'est la France, c'est Emmanuel Macron qui avait lancé cette volonté de faire du vaccin un bien public mondial, c'est l'Europe qui l'a repris, et on attendait les États-Unis là-dessus. Et donc, il faut se réjouir. Ils nous disent maintenant qu'ils veulent faire du vaccin un bien public mondial, tant mieux. Mais la levée des brevets, ce n'est pas l'outil pour le faire. La levée des brevets, c'est très bien, ça nous sera peut-être très utile dans quelques temps, mais ce n'est pas ça. Si les Américains veulent faire du vaccin un bien public mondial maintenant qu'ils ont vacciné l'ensemble de leur population, eh bien, il faut qu'ils lèvent les interdictions d'exporter, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, les Américains n'exportent pas de vaccins. C'est pareil pour les Britanniques. Ils n'exportent pas de vaccins. Aujourd'hui, le seul continent qui exporte de façon solidaire des vaccins, ce sont des Européens. On nous l'a parfois reproché, on nous a dit vous exportez et vous ne vaccinez pas vos populations. Mais en même temps, on sait très bien que si on ne vaccine pas l'ensemble de l'humanité, on risque d'avoir une réminiscence du virus et donc de se retrouver dans une situation extrêmement sanitaire. Donc moi, je suis à titre personnel, et je pense que c'est la position de la France, favorable à moyen terme à la levée des brevets, mais la priorité aujourd'hui, c'est notamment de lever les interdictions d'exportation qui sont imposées aux États-Unis ou au Royaume-Uni pour faire en sorte que les pays les plus pauvres puissent avoir accès au vaccin le plus rapidement possible. Merci infiniment Pierre-Alexandre pour cette réponse et puis pour votre soutien à notre campagne. On voit bien que la plupart des questions essentielles qui nous préoccupent tous aux quatre coins du monde sont européennes, ou en tout cas ont une dimension européenne. Donc nous avons été ravis de discuter avec vous et on finit à 15h55 avec une ponctualité helvétique. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à vous tous. Merci Pierre-Alexandre, merci Thierry, merci Éléonore. On voit combien l'Europe est essentielle pour notre avenir. Je reviens sur ce qu'a dit Pierre-Alexandre tout à l'heure. Il a parlé de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Vraiment, je vous invite tous à y participer. C'est un outil essentiel. Stanislas l'a dit tout à l'heure. Les Français à l'étranger ont leur mot à dire, peuvent participer à cela, vraiment participer à cette conférence pour l'avenir de l'Europe. Vous voyez tous, vous l'avez exprimé dans le chat à divers degrés, on voit bien que parfois l'Europe n'est pas parfaite, qu'elle a besoin de progresser. C'est à travers votre voix, vos remarques, vos propositions que nous pourrons vraiment avancer. Et c'est là que la conférence pour l'avenir de l'Europe prend tout son intérêt. Et vous imaginez bien que la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022 sera une étape majeure de cette poursuite de la construction européenne. Donc, on compte sur vous pour participer à ce grand travail. Merci à vous trois, merci encore Pierre-Alexandre. Et je vous confirme, nous allons maintenant vous proposer une vidéo, un message qui nous est adressé par celui grâce à qui nous pouvons également faire avancer nos travaux à l'Assemblée nationale, qui n'est rien d'autre que Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, et que je tiens à remercier très chaleureusement pour son message. Richard Ferrand, c'est à vous.
Mesdames et messieurs, chers compatriotes établis hors de France, je suis très heureux d'avoir la chance de m'adresser à vous grâce à l'initiative portée par la députée Anne Genetet. Je tiens à saluer les organisateurs de cette rencontre, si exceptionnelle par son format et si innovante dans sa démarche. Les circonstances dans lesquelles nous vivons actuellement nous conduisent à redoubler de créativité pour maintenir ce lien précieux entre nous. Vous avez vécu, ressenti les conséquences de cette pandémie tout autant que nos compatriotes résidant en France. Sachez que les députés représentant les Français établis hors de France se sont montrés extrêmement vigilants et n'ont pas ménagé leur énergie pour faire en sorte que chacun puisse bénéficier d'un accompagnement adapté à chacune des problématiques liées à l'expatriation. Soyez sûrs du rôle déterminant que jouent vos députés qui assurent la défense de vos intérêts au sein de l'Assemblée nationale qui est aussi votre maison. La pandémie qui a frappé le monde a démontré combien il était essentiel d'avoir des élus locaux engagés au plus près des citoyens, une majorité parlementaire et un gouvernement à vos côtés. Cela fut primordial pour identifier et faire voter rapidement les mesures de soutien indispensables à la continuité de la vie économique de tous les citoyens français. Au cours de cette journée, vous avez déjà eu l'occasion d'évoquer le soutien qui a été apporté par les autorités françaises dans cette crise, et je ne reviendrai que sur quelques aspects de l'action de la majorité. Le rapatriement des centaines de milliers de nos compatriotes de passage à l'étranger, un plan de soutien exceptionnel de 200 millions d'euros, une aide médicale déployée à travers le monde et une protection sociale qui a pu bénéficier sans délai de carence à tous ceux qui ont fait le choix de rentrer en France. Je citerai aussi le soutien aux établissements de l'enseignement français à l'étranger. L'année qui vient de s'écouler a ainsi souligné l'importance d'avoir des élus locaux proches du terrain et engagés à votre service, à votre écoute. Les élections consulaires qui vont se tenir à la fin du mois constituent donc un moment important de votre vie de citoyen et je vous encourage à y participer. Car c'est ainsi que vous pourrez faire entendre votre voix et aider la majorité dans son travail quotidien à votre service. Ces élections consulaires sont d'autant plus décisives que ce sont ces futurs élus qui dessineront la représentation des Français au Sénat établi hors de France. Et dans le cadre de nos institutions, il est important que députés et sénateurs des Français établis hors de France puissent disposer de la majorité nécessaire pour mettre pleinement en œuvre les réformes que nous appelons tous de nos vœux. Les élus consulaires et les parlementaires sont extrêmement actifs et veillent à ce que les besoins des Français établis hors de France soient bien pris en compte. Ils continueront à travailler afin que le service qui est rendu soit amélioré plus et mieux encore. C'est par votre vote que vous pourrez les y aider, car c'est vous qui décidez. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.